Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, on est dans les blés, on est en train de couper les blés. Déjà, on est seulement le 5 juillet et pourtant on est en train de couper les blés. Donc ça c'est déjà arrivé une année où on avait fini au 14 juillet la moisson. Là on est bien parti pour faire la même chose. Il fait beau, les blés sont mûrs, ça se coupe très bien parce que là, vous voyez, là, je suis à entre 6,5 et 7, même un peu plus de 7 à l'heure, donc ça rentre bien, ça fait du très bon boulot. Le grain est propre, on perd pas, donc la machine est bien réglée. Donc tout va bien, seul petit problème, le rendement, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le problème de l'année. Bon, alors là on est dans une zone assez bonne où on est entre 55 et 60 quintaux, 65 même là. Ce qui est en vert c'est au-dessus de 5,5 tonnes en vert foncé. En vert clair c'est entre 5 et 5,5 tonnes. Donc là on est dans une bonne zone. En effet c'est une partie où la terre est un petit peu plus profonde. On est vraiment sur des limons avec très peu de cailloux. Maintenant si je vous emmène à l'autre bout de la parcelle, hop, et ben vous voyez que c'est pas les mêmes couleurs là. Tout ici c'est les ronds de cailloux et la moyenne bah, c'est vrai que on est seulement à 4,5 tonnes, donc seulement 45 quintaux, ce qui est faible, très faible. Pourquoi? Parce que le coup de sec qu'on a pu avoir au mois de mars, avril, mai a vraiment fait énormément de dégâts sur les terres, sur mes terres qui sont très superficielles. Donc d'habitude on n'a pas un gros potentiel, mais là vraiment sans eau, on a un potentiel très très mauvais. Donc on varie dans la parcelle des zones à 60 quintaux, des zones à seulement 20-25 quintaux, en dessous de 3 tonnes à l'hectare. La seule différence entre ces deux zones, c'est pas les techniques culturales, c'est pas la variété, c'est pas les stades, c'est pas les dates d'implantation. Tout a été fait au même moment, dans les mêmes conditions, avec le même précédent. Parce que là on est dans le même champ. Oh là là. La seule différence c'est la partie réserve utile de la zone, donc la partie profondeur de terre, et qui change tout. Là où vraiment il n'y a pas de profondeur de terre, il n'y a plus de blé. On est à seulement 2-3 tonnes concrètement. Si on peut imager un petit peu la chose, c'est imaginons que vous ayez une grosse plante verte. Si vous avez un énorme pot que vous pouvez l'arroser que toutes les 3 semaines ou tous les mois, ça suffit parce qu'il y a une réserve d'eau. Si vous lui mettez un tout petit pot, il va falloir l'arroser tous les 2-3 jours parce que sinon elle va dépérir très très vite. Donc c'est un peu le même principe nous dans les champs. Si on n'a pas une grosse réserve utile, donc une grande quantité de terre, il va falloir de l'eau beaucoup plus régulièrement pour pouvoir justement atteindre les rendements et faire une année normale. Bon, alors ici on voit clairement là ces effets de vagues en fonction de la profondeur de terre. Donc là on voit bien que les épis sont tout petits, ils ont du mal, ça va pas du tout. Et quelques mètres plus loin on va retrouver des épis un petit peu plus beaux, un petit peu meilleurs. Et on a vraiment cette hétérogénéité en fonction du sol, en fonction des zones un peu plus ou moins profondes. Je vais reprendre la batteuse. On a déjà fait quasiment une dizaine d'hectares. Ça avance plutôt bien. L'objectif c'est de finir les blés sur cette ferme là dans l'après-midi pour pouvoir passer sur l'autre ferme ce soir, tourner ce soir là-haut. Donc comme les rendements sont pas forcément là, ça va quand même plutôt vite puisqu'on arrive à aller à plus de 7 à l'heure. Donc ça c'est quand même très positif. Donc là il va aller vider dans la benne. Alors là cette année on a 3 bennes. On a 3 bennes pour pouvoir justement
vidée. Donc on a la Mopu 18 tonnes, le porte-caisson que AgriPartner m'a prêté où on met 24 tonnes, et puis la Le-Bouche qui fait aussi 18 tonnes. Donc étant donné les rendements, c'est l'idéal parce que avec les 3 bennes, là vous voyez on est le midi, et il nous fallait quand même celle-là pour pouvoir finir, puisque la benne n'est pas encore revenue de la coopérative et les autres sont pleines. Alors là je suis dans la cabine avec Henri, et hier on a coupé chez toi. Ouais. Et alors qu'est-ce que ça donne les rendements en gros Grosso modo, ce qui n'est pas irrigué en blé de colza, on est aux alentours de 50 quintaux. Ouais, donc à peu près un peu mieux qu'ici, mais tu as toujours des rendements un peu meilleurs que moi. Il y a toujours 10 à 20 quintaux de différence, voilà. Tu as moins de cailloux. Pas moins de cailloux, voilà. Les terres peut-être un petit peu meilleurs, un peu moins hydromorphes. Après, ce qui a été irrigué, blé de colza, on est aux alentours de 81 quintaux. Donc là, ça fait 31 quintaux d'écart. L'irrigation a pleinement joué son rôle dans des terres qui ont le même potentiel. C'est un peu moins bon dans des blés de maïs irrigués. On va dire que c'est aux alentours de 70 quintaux. Donc il y aurait 10 quintaux de moins dans les maïs. Alors, on explique par la qualité du SMIC. L'implantation un peu moins bonne. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qu'on voit vraiment, c'est que de plus en plus on est impacté avec les conditions climatiques. Oui. Et vraiment, ceux qui ont l'irrigation ont pu sauver leur récolte une année comme celle-ci, alors que ça devient de plus en plus compliqué de réussir à faire de bonnes récoltes dans ces conditions-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu généralisé sur notre zone, là, les rendements, là, les premiers échos qu'on a, on a plutôt des rendements très variables. Ceux qui ont pu irriguer, ça va, c'est plutôt bon. Ceux qui ont des terres un peu plus profondes, ça se sort un petit peu mieux, mais c'est ce qu'on voit ici, là par exemple sur cette partie-là, là on est à 50-60 quintaux, alors qu'on a des zones à seulement 20 quintaux. Tout dépend de la profondeur. Si on a un petit peu de terre, assez d'enracinement, donc de la réserve utile en eau, les blés ont tenu le coup, sans être extraordinaires, ils sont quand même là. Mais dès que sur les ronds de cailloux, toutes les zones vraiment très mauvaises, là ça a vraiment décroché. Et là on le voit, je vous mettrai la cartographie. On voit toute une zone qui est complètement rouge, qui correspond à une moyenne quasiment entre 20 et 30 quintaux, c'est la partie cailloux. Et puis une zone un petit peu meilleure qui serait plutôt entre 50 et 60, c'est la partie, on va dire, un petit peu plus bonne terre. Il y a l'explication des blés de maïs, ça peut aussi être qu'ils étaient un peu plus tard, et on a eu cette semaine de canicule au mois de fin juin là, qui les a complètement grillés. Je pense qu'il restait un peu de réserve utile, mais ils ont grillé sur place. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu deux phénomènes, c'est la sécheresse et le coup de chaleur qui a fait du mal. Alors tout dépend de quel stade on était, et donc ça dépend des régions de France. Les stades n'étaient pas les mêmes, pas autant avancés. Et nous, dans notre région, les blés de maïs qui étaient les plus tardifs, qui étaient un petit peu, ils ont toujours une semaine, 15 jours de retard dans leur développement, c'est eux qui ont le plus morflé. Voilà. On les a vus dessécher sur place pendant cette semaine, aux alentours du 10 juin, 10-12 juin, là, vraiment il fait si chaud. Donc là, malheureusement, moi je suis pas encore passé dans les blés de maïs, on va voir si là ça fait à peine 50 quintaux. On verra ce que ça va faire dans les blés de maïs. Ça y est, je viens de finir la parcelle, on est en train de vider la dernière partie de la trémie.
Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4,57 tonnes à l'hectare. Alors ça c'est sur la machine, elle est un petit peu pessimiste, donc j'espère avec 4,6, allez, ça fait un petit 5 tonnes à l'hectare. Donc d'habitude je fais 60 quintaux, donc 6 tonnes à l'hectare, là on est à 5 tonnes. Donc il y a quasiment 20% de moins par rapport à une année normale. Bien évidemment je suis déçu parce que ça fait partie, ce champ-là et le champ qu'on va faire après, ça fait partie des 2 meilleurs champs. Il aurait fallu qu'on fasse plus de 60 dans ces 2 champs-là pour pouvoir faire une moyenne correcte. Là on est largement en dessous, donc voilà. Et ben on va passer dans le prochain champ. Alors il est juste ici. Donc on passe à côté du maïs du voisin et on retourne dans le champ là juste derrière le bois qu'il y a là. C'est ce petit bout là. Et là il y a un champ de 11 hectares. Donc on va continuer dans ce champ là et après on repart à l'autre ferme. Allez, on continue. Les collègues qui s'occupent des bennes vont nous transférer les bennes après. Et puis ben moi je continue. Alors la deuxième parcelle, ben, ça se passe plutôt bien. Là on a fait 5 hectares et demi et le rendement moyen est à 4,7 tonnes, donc ça devrait, j'espère, finir presque à 5 parce que les fourrières sont toujours un peu moins bonnes. J'ai fait les bords de bois en premier, tout ça. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air un petit peu meilleur, mais ça reste en dessous d'une année normale. Mais il est un peu plus régulier le blé. On a moins Voilà, c'est une parcelle qui a un petit peu plus de fond, donc on voit moins les à-coups du sec comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre parcelle. Donc sinon la batteuse va vraiment très bien. Là on avance ouais, à 7 km/h. On est à peine à 80% de la puissance. Donc ça varie un petit peu, là 85, 90. Enfin bon, là elle avance bien, on avance assez vite. Ça va quand même très bien cette année. Allez, une journée comme celle-ci, on va réussir, si tout va bien, hein, avec un déplacement à essayer de faire une quarantaine d'hectares, je pense, 35-40 hectares. Donc c'est plutôt positif puisque ça permet de bien avancer. Alors c'est aussi lié à l'organisation qu'on peut avoir en CUMA puisque la machine ne s'arrête pas de la journée. Donc ça aide aussi. Et puis ça permet de bien avancer. Bon, ça y est, on a fini le champ. Là, je suis revenu vers la coupe. Donc, on va désaccoupler la coupe pour la mettre derrière la batteuse et aller sur l'autre ferme. Donc là, j'attends les collègues qui sont partis emmener une première benne et des voitures. Pendant ce temps-là, moi, je vais placer la coupe sur le chariot. Alors, première chose à faire, on va désaccoupler. Donc, on va enlever la partie électrique pour commander un petit peu toutes les électrovannes là-haut et tous les capteurs, la partie hydraulique qui sert à monter les rabatteurs, les WC, à allonger la coupe, tout ça. Ensuite la chaîne de transmission qui c'est un cardan qui va entraîner la coupe, c'est ce qui va faire tourner et actionner la scie. Et on déverrouille la coupe. Ça c'est le crochet qui la maintient en place. Donc maintenant que ça c'est enlevé, on va pouvoir la poser sur le chariot. Bon, maintenant qu'on a tout défait là-bas, il suffit de la poser sur le chariot. Donc on va lever la coupe au maximum, l'approcher, essayer de se mettre en face et la poser.
Et maintenant, plus qu'à l'atteler derrière la machine. Alors pour reculer en face, j'ai une petite aide, regardez sur l'écran. C'est pareil que vous sur votre voiture, une petite caméra de recul qui me permet de voir, le timon. Donc là c'est bon, normalement je suis en face. Bon, je me suis quand même repris à 2 fois. Hein. Et on va aller accrocher tout ça. On vérifie le crochet automatique parce qu'il n'était pas descendu à fond. On met les lumières. Et placée juste ici la petite caméra. Et on attache la coupe à la remorque. Hop. Et maintenant, plus qu'à attendre les collègues, parce que bien évidemment, il faut une voiture pilote pour passer devant. Parce que notre moissonneuse-batteuse fait plus de 3,50 m, donc on est en convoi agricole. Et donc, il faut la voiture pilote. Et ça y est, il y a Henri qui arrive pour pouvoir justement nous escorter. Donc là, devant le camion, il y a bien sûr un gyrophare et un panneau convoi agricole que là Pascal est en train de mettre devant le véhicule. Ça nous permet d'avertir qu'on arrive avec un gros engin et ça permet aussi que grâce à ce gyrophare et à cette voiture, ça permet d'arrêter les voitures un petit peu en amont. Allez, on est parti sur la route. Ça y est, on vient d'arriver, et ben maintenant on fait tout dans l'autre sens. On va repasser en première vitesse, couper ça, là, hop. Normalement, il y a le collègue qui est en train de défaire la remorque derrière, et puis on va atteler tranquillement. Là, avec la caméra, on peut voir qu'il est en train de décrocher le chariot. Ça y est, c'est décroché. Il me fait un petit signe dans le rétro. Hop. Là, l'ébène arrive. Ça, c'est vraiment l'avantage en Kuma, c'est que là on est 1, 2, 3, 4, 5 pour déplacer, donc tout se déplace très vite. Là on a déjà toutes les voitures et le matériel. Bon, je vous laisse pour pouvoir atteler en bonne condition. Donc nouveau champ terminé, là il est 21h10,
on vient de faire un petit champ qui fait 6,3 hectares. Et là, la moyenne en rendement, elle est un tout petit peu au-dessus. Elle est à 4,97, donc presque 5 tonnes hectares à la FS. Donc ça doit faire 5,20, 5,30. Donc si on regarde un petit peu le gradient, il y a quasiment 0,4 hectares entre la moins bonne, 0,4 tonnes par hectare entre la moins bonne et celle-là qui pour l'instant est la meilleure. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette parcelle, elle a été travaillée. Elle a été beaucoup plus travaillée, donc en termes de charge, j'ai fait un passage avec des dents, plus un déchômage en plus, donc avant le semis. Donc là, on est en TCS, alors que tout à l'heure, on était en semi-direct. Donc le coût, il est quasiment de 100 € de plus dans cette parcelle pour tous les coûts, tracteur, main d'œuvre et fuel bien sûr et outils derrière. Donc quasiment une centaine d'euros de plus pour 0,2 à 0,4 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, c'est pas vraiment rentable. En termes de marge, je pense que les semi-directs qui sont un tout petit peu en dessous sont meilleurs. Néanmoins, c'était une parcelle qui avait besoin d'un travail du sol, donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail du sol. Faut toujours aller voir dans les parcelles s'il y a besoin ou pas. Là, on avait un petit peu de compaction, donc il y avait besoin de refaire un petit travail. Bon, allez, maintenant, on va passer aux parcelles de blé après maïs, et on va voir si c'est vraiment aussi catastrophique qu'annoncé. Bon, voilà, on est le soir, il est un peu plus de 23 h. Je n'ai pas encore fini de remplir toutes les bennes. Je pense que j'en ai encore pour 1 heure. Et je voulais vous faire un point. Là, ça fait 6 hectares qu'on fait. Et là, on est un peu moins de 4 tonnes à l'hectare affiché. Donc tout juste 4 tonnes à l'hectare. Alors j'espère que j'ai fait le plus mauvais. On verra, parce qu'il y avait des fourrières qui étaient un peu moins bonnes. Mais la tendance, elle va être là. C'est vraiment, oui, il y a tiqué un taux en dessous par rapport à ce qu'on a pu voir en blé après un tournesol. Donc ça s'explique un petit peu, je pense, par la tardivité. Donc le blé était au moins beau moment, pas avec lorsqu'il y a eu les grosses chaleurs. Et puis là en semi-direct, derrière du maïs, il y a aussi un effet structure du sol, parce qu'on a eu pas mal de pluie juste après le SMI, et je pense que ça aussi fait un petit peu de dégâts. Donc voilà, assez décevant, mais bon, c'est comme ça. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien.